Bonjour à tous, je suis Vincent, directeur de la division interface chez EAVS. Et chez EAVS, depuis quelques semaines, vu la situation, nous donnons 2 fois par semaine une formation sous forme de webinar à nos clients. Et il y a quelques semaines, j'ai donné une formation sur l'AV over IP que je n'ai pas pu enregistrer. Donc je vous refais tout de suite un topo sur cette technologie et sur les différentes marques chez EAVS qui proposent ce type de produit. Alors chez EAVS, nous distribuons 6 marques. 6 marques qui proposent donc différentes solutions de transport de signaux vidéo sur IP. Ce qu'on appelle donc l'audiovisuel sur IP, l'AV over IP. Alors chez EAVS, nous sommes master distributeur de Christie, nous sommes aussi distributeur exclusif pour TV One, eBox qui est notre marque propre. Nous sommes distributeur exclusif pour Theatrix, pour Geffen et pour Lightware Visual Engineering. Alors l'AV over IP, qu'est-ce que c'est? C'est la technologie en fait IP qui est la combinaison de l'audiovisuel avec l'IT, technologie IP pour la vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le lire sur ce slide, l'Ethernet c'était pas c'était pas très gourmand parce que ça ne dépassait pas 1 gigabit seconde d'un point de vue bande passante et les technologies allaient rarement au-delà. Aujourd'hui avec la fibre optique, avec les switches de dernière génération, on monte à 10, 40 voire 100 gigabits seconde. Il se trouve que la résolution la plus élevée utilisée aujourd'hui, qui est la 4K ou l'UHD, monte au niveau fréquence à 12 gigabits seconde et les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'aller à 20 gigabits seconde, notamment avec des câbles de la technologie telle que l'HDMI 2.0. Donc aujourd'hui, on n'a plus de limite de bande passante pour le réseau Internet, on n'a plus de limite technologique, il n'est plus nécessaire de développer un réseau creux dédié vraiment à l'audiovisuel, plus un réseau Ethernet pour l'informatique. On va pouvoir vraiment merger toutes ces technologies. C'est pour ça que vraiment on a une fusion de l'audiovisuel et de l'IT, c'est que tous les produits IT vont servir à l'audiovisuel et on va pouvoir même du coup véhiculer des signaux vidéo sur un réseau déjà existant. Bon, il est nécessaire de faire évoluer éventuellement la performance du réseau. Du 1 gigabit seconde, ça passera pour la résolution HD, mais pas pour de l'UHD et pas pour la 4K. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir suivi les technologies Ethernet qui aujourd'hui permettent de diffuser et de distribuer ce type de signaux. C'est-à-dire les signaux haute résolution, les signaux 4K. C'est vrai que la différence avec l'UHD, c'est uniquement au niveau de la largeur, la 4K faisant 4096 pixels de large, alors que l'UHD c'est 3860. Donc chez EAVS, nous avons un partenaire de longue date, depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Lightware, qui a développé donc 2 gammes d'audiovisuel sur IP, une gamme justement qui va tourner sous 1 gigabit seconde et une gamme qui tourne en bande passante sur 10 gigabits seconde. En tout cas, c'est 2 brins de fibre optique, donc 2 brins et 2 SFP qui tournent à 10 gigabits seconde, ce qui fait 20 gigabits seconde. Et donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le signal 4K en bande passante demande 12 gigabits seconde. Donc, sur 20 gigabits seconde, avec 2 SFP, 2 brins de fibre optique, 2 brins de fibre optique, on va pouvoir aisément transporter la 4K et tout autre signaux, notamment de l'Ethernet, du contrôle et tout ce qu'on veut. Donc chez Lightware, vous avez sur cette image, sur ce slide, la photo de droite qui est donc la solution Wings qui tourne sur 1 gigabit seconde, qui a d'ailleurs un report, on le voit très bien sur la photo, un report KVM, qui a l'HDMI, tout tourne essentiellement sur HDMI, il y a du RS232 et bien sûr il y a l'USB des deux côtés, l'USB 1 et 2 côté récepteur et l'USB, alors c'est un mini USB côté émetteur qui sera connecté à l'unité centrale de l'ordinateur. Les deep switch que vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, c'est une question d'ID, c'est pour adresser les IP manuellement. De l'autre côté, l'UBEX, alors là vous avez une façade rouge, c'est la version d'intégration. Je vous montrerai par la suite quelques photos sur la version rental, la version de location qui est un peu plus robuste et plus renforcée pour justement être manipulée et déplacée plus régulièrement. Donc Lightware propose déjà beaucoup de solutions de transport de vidéo qui excellent pas mal dans ce domaine-là. Donc il y a 2 solutions. Donc pour la Wings, on parle de 4K 30 Hz, donc c'est pas un flux très fluide, mais la résolution peut passer. Bon, il y a une compression, ça c'est sûr. Alors que pour l'UBEX, on va pas avoir de compression, on va avoir de la vraie 4K à 60 Hz, en 4K4, c'est-à-dire sans compression chromatique. Donc quand d'un côté on tourne à peine un petit peu moins d'1 gigabit seconde, on va pouvoir, avec l'HDMI 2.0, aller jusqu'à 18 gigabits seconde pour ce qui est du câble HDMI et du reste, sachant que la 4K, c'est plutôt 12, ça monte pas tout à fait jusqu'à 18, mais bon, c'est essentiellement, principalement 12 gigabits seconde quand il n'y a pas trop de métadonnées. Si après il y a de l'Ethernet qui vient avec, s'il y a d'autres données de contrôle, forcément on dépasse un peu la bande passante, mais on est large puisque les SFP aujourd'hui nous permettent d'aller jusqu'à 20 gigabits seconde sur fibre optique.
Donc la gamme Vinx, vous avez le petit détail là sur ce slide. Donc la résolution, donc 30 Hz, un UHD en 30 Hz. On a le report KVM avec l'USB, on a du RS et on a une loupe HDMI en local qui va nous permettre de monitorer le flux de la source. L'Ubex, c'est, je dirais, 2 à 3 fois plus puissant puisque on transporte la 4K 60 Hz. Il y a aussi le report KVM. KVM, pour ceux qui ne savent pas, c'est Keyboard Video Mouse, donc clavier, vidéo, souris. Le report RS232 et comme c'est écrit là en gras, c'est surligné, c'est un double flux 4K qui peut être soit d'une source d'un émetteur vers un récepteur, soit en bidirectionnel, c'est-à-dire que où les deux sont transportés dans le même sens, ou les deux sont dans le sens inverse, l'un par rapport à l'autre. Et il y a dans la version complète de la gamme de l'Ubex, il y a 3 versions différentes, le 100, le 110 et le 120. Le 120 est tout équipé avec le report KVM, l'embedeur et le désembedeur audio. La version la plus simplifiée n'a pas de KVM et n'a pas d'embedeur et désembedeur audio. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail sur déjà la solution Vinx. La solution Vinx qui est sortie, la première, et il y a une nouveauté qui est sortie en fin d'année dernière. Il y a le Vinx que vous voyez en tout petit sur l'image du dessus, qui fonctionne sur réseau cuivré, sur RJ45, et le petit nouveau, le petit frère, on va dire, plus grand par ses capacités et petit par son ancienneté, c'est le Vinx AP. AP pour audio et P pour PoE, c'est-à-dire que le boîtier du dessous est PoE, alors que le boîtier du dessus ne l'est pas, et il peut véhiculer l'audio, enfin embedder et désembedder, on peut récupérer ou intégrer de l'audio. Le petit plus aussi, vous le voyez juste ici, il y a une en-base Ethernet, un RJ45 pour transporter le flux vidéo par réseau cuivré, ou il y a une loge SFP. Et là, enfin, chez Lightware, c'était un peu la lacune, il n'y avait que du multimode. Aujourd'hui, je peux choisir mon SFP, mettre du multi ou du monomode. Alors, je précise que le SFP n'est pas vendu avec la solution, c'est à vous de choisir si vous voulez du multimode ou du monomode. Donc l'émetteur ou encodeur d'un côté et le récepteur décodeur de l'autre. On voit qu'il y a le report KVM, les USB 1 et 2. Et de l'autre côté, au niveau de l'émetteur, je vais avoir l'USB qui est un USB ici. L'USB-B qui va se connecter directement à l'arrière autour de la tour PC. Alors ça, c'est la version de bande passante 1 gigabit, donc on n'ira pas au-delà du 30 Hz en 4K. En tout cas la Full HD sans aucun souci. Donc comment je vais manager mes boîtiers sur IP? Alors à savoir que là je vous présente émetteur-récepteur, donc en point en point ça fonctionne sans souci. Dès que je vais déployer un réseau, je vais avoir bien évidemment besoin d'un switch Ethernet en 1 gigabit. Un 1 gigabit suffira. Donc quand je vais lancer soit dans une page web en tapant l'adresse IP dans mon explorateur, dans mon Explorer pour avoir accès au firmware, au logiciel de management du boîtier, je vais donc avoir ce type de page qui apparaît, ou alors je peux très bien télécharger sur le site de Lightware le software qui s'appelle LDC, Lightware Software Controller, qui va vous permettre de faire apparaître le même type de page. Et donc sur la page d'entrée du logiciel, je vais avoir toutes mes adresses IP de mes boîtiers qui va apparaître, et je vais pouvoir rentrer dans chacun de mes boîtiers pour les paramétrer. Alors, Lightware recommande, quand vous voulez faire du multicast, recommande vraiment un switch administrable de niveau 3. J'ai fait des tests avec très peu de boîtiers. 6 boîtiers passent très bien sur un switch de niveau L2, un administrable L2. Dès qu'on va faire du mur d'image, qu'on va avoir vraiment besoin de beaucoup d'unités et de faire vraiment pas mal de multicast entre les boîtiers émetteurs, les boîtiers récepteurs et avoir vraiment une grande quantité, Lightware recommande très fortement du switch manageable de niveau 3. Les 2 fabricants qui sont recommandés, 3 fabricants recommandés par Lightware sont Cisco, Netgear et Ubiquiti. J'ai fait des tests, encore une fois, sur des petites installations. D-Link et TP-Link, ça passe. Et Link 6 aussi passe très bien. Donc sur ce slide, je vois donc l'image principale, c'est la page de management, c'est l'advanced setting d'un boîtier Vinx. Je vais avoir donc le numéro de série et la MAC adresse de mon boîtier. Je vais avoir mon adresse IP. J'ai aussi des informations sur la résolution, les frames, le firmware interne. Alors sur le main setting, j'ai tout ce qui est info de frame. Ici, là, j'ai le firmware sur l'advanced setting et j'ai aussi le paramétrage du RS232, l'USB. Et si j'ai besoin de faire du scaling, un peu de scaling ou pas. L'onglet en haut à droite de cette image, il s'agit du Video Wall Setup. C'est l'image qui est juste ici à droite. Justement, j'ai repris l'onglet, une petite photo, une petite capture de l'onglet.
petite capture d'écran, là j'ai 4 décodeurs qui vont me permettre de faire un mur d'image de 4 écrans. À savoir que chez Lightware, alors des marques proposent des murs d'image de 2 écrans, donc ça étire l'image. Chez Lightware, ils veulent garder les proportions, donc le mur d'image le plus petit sera fait de 4, le mur d'écran sera fait de 4 écrans. Donc ici, j'ai donc paramétré, j'ai donc cliqué sur mon bouton pour décider de créer un nouveau mur d'image. J'ai choisi donc un 2 par 2 et voici à quoi ressemble la page du logiciel LDC. Avec les résolutions sur la droite, l'espacement entre les écrans, les bordures de chaque écran. Je peux vraiment rentrer les informations complètes de mes écrans, leur taille, voilà, l'espacement, les bordures. Donc je peux vraiment les disposer un peu comme je veux. Je peux envisager de l'espace entre les écrans ou de les tourner. Alors la rotation, il n'y a pas de rotation au détail, mais je peux tourner à 180 ou à 90 degrés. Donc je peux vraiment envisager de mettre mes écrans un peu comme je veux sur un mur, en portrait, en paysage ou comme mon client le voudra. Donc sur ce petit croquis juste en dessous, c'est pour vous montrer donc, que Lightware préconise vraiment un switch de management administrable ou manageable comme on dit de niveau 3. Et vous voyez donc tous les décodeurs en bleu et les encodeurs en vert qui sont connectés pour donner donc, connectés au switch pour donner l'image juste en dessous. Donc je vais voir tous mes décodeurs qui vont former ce mur d'image et mes trois écrans du bas. Donc j'ai donc une image qui fait un mur d'image et donc j'ai une source. Et donc mes 4 écrans juste en dessous, c'est encore 4 sources différentes. Donc j'ai au total 5 sources, donc 5 encodeurs. Donc sur un encodeur, je vais avoir, alors là j'ai un mur de 3 par 4. Donc je vais avoir 12 décodeurs pour faire mon mur d'image. Et sur les 4 derniers décodeurs, je vais pouvoir router mes 4 sources supplémentaires. Alors passons à la gamme maintenant au 10 gigabits seconde, c'est-à-dire la gamme 4K qui s'appelle l'UBEX. Donc l'UBEX c'est vraiment puissance 2, puisque c'est 2 flux 4K que je vais pouvoir transporter. Donc la version de gauche avec la façade rouge, il s'agit de l'UBEX version d'intégration, donc il est rackable, il a des trous filetés pour pouvoir associer, alors c'est un demi-rue, donc un demi 19 pouces, donc si j'en mets deux côte à côte et que je les visse l'un avec l'autre, je vais vraiment rentrer dans une baie 19 pouces sans aucun souci. Donc là, c'est la version la plus poussée que je vous ai mis en photo. C'est donc le 120, 120F par opposition au AR pour rental et F pour fixe, installation fixe. Donc là, je vais retrouver les USB. Alors là, cette fois, j'ai USB-A et USB-B puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, l'UBEX peut transporter 2 flux A vers B ou inversement A vers B, B vers A. Un flux de A vers B et un flux de B vers A. Donc c'est ce qu'on va appeler un transceiver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'UBEX, mon boîtier n'est plus un émetteur ou un récepteur, mais ça peut être, comme je veux, c'est un émetteur et un récepteur, ou ça peut être un double émetteur, double récepteur. Donc c'est vraiment le paramétrage qui sera fait dans le boîtier qui définira sa fonction. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière, si je veux faire transiter les signaux KVM, les signaux HID, clavier, souris, sur mon boîtier, je dois avoir les deux types de connectiques. Je retrouve mon HDMI in, HDMI out. Donc si c'est un émetteur double non bidirectionnel mais à double flux dans le même sens, je vais utiliser mes deux HDMI in et pour le récepteur de l'autre côté, je vais donc récupérer mes flux et avoir l'HDMI out. Donc sur le même principe que le Vinx AP, attention, je parle de la nouvelle version du Vinx, l'UBEX lui aussi propose une loge SFP, cette fois c'est du SFP+, donc du 10 gigabits seconde, et je vais pouvoir choisir entre l'utilisation d'une fibre monomode ou d'une fibre multimode. Donc je choisirai mon SFP en fonction, un SFP mono ou multimode. Il y a 2 loges, car il s'agit de la 4K, donc il va me falloir 2 brans pour faire 20 gigabits seconde, et comme j'ai 2 flux, j'ai besoin de 2 SFP. Sur la photo de droite, je retrouve donc le même produit en version rental, donc renforcé avec des anses de protection en façade, des anses à l'arrière, un housing un peu plus prolongé et, chose très intéressante, des embases neutriques pour l'Ethernet, pour l'alimentation, pas pour l'USB, puisque l'HDMI, il suffit d'un petit filetage sur le dessus et je pourrais venir brancher mon cordon et visser la petite vis qui est présente sur les cordons blockables, les cordons lockables. Donc même principe, 2 HDMI in, 2 HDMI out. Là, le boîtier est un petit peu plus long à cause des embases neutriques qui sont bien sûr un peu plus imposantes. Et du coup, l'embase neutrique est en fait vous propose 2 choix, l'Optical Com Duo ou l'Optical Com Quad. Et pour le coup, le boîtier que vous avez là sur la droite, il est full bidirectionnel, c'est-à-dire que vous voyez la loge neutrique là sur la droite, l'embase neutrique,
Eh bien, le SFP, c'est un SFP un peu particulier qui, donc, ça se ressent un peu sur le prix, c'est une version un peu marginale. C'est un bidirectionnel strict, c'est-à-dire que ce SFP peut envoyer et recevoir en même temps un double flux, un flux 4K. Alors, je dis double flux, c'est-à-dire qu'il y a un flux en réception et un flux en émission. Donc, ce boîtier, pour n'utiliser qu'une seule embase neutrique, est un bidirectionnel strict. Par opposition au double flux, dans ce cas-là, Lightware a décidé d'enlever une embase Ethernet, l'une des deux embases que vous voyez ici, pour mettre un deuxième Optical Con Duo, ou au choix, si vous avez un enrouleur de fibre optique quad, eh bien, il sera possible de remplacer l'Optical Con Duo par l'Optical Con Quad. Dans ces cas-là, avec l'Optical Con Quad, je pourrais avoir les deux flux 4K d'un émetteur vers un récepteur. Donc là, on a encore le même principe que l'UBEX gauche et droite, c'est vraiment le même type de boîtier. C'est juste une question de place et d'embase neutrique qui va m'obliger à faire un choix. Autant avec celui de gauche, je pourrais l'utiliser un jour comme émetteur, un jour comme récepteur ou comme transceiver. Autant la version rental, si j'ai du quad, il n'y a aucun souci. Si j'ai principalement, ce qui est beaucoup le cas chez les prestataires audiovisuels, de l'optical con duo, là je ne pourrais pas avoir deux flux 4K. Je pourrais éventuellement l'utiliser donc vraiment en transceiver, en bidirectionnel strict, c'est-à-dire avec un flux 4K dans un sens et un autre flux dans l'autre sens. Si je veux deux flux 4K de A vers B, il me faudra utiliser deux enrouleurs de fibre optique Optical Con Duo. Si vous avez de l'Optical Con Quad, pas de souci, je remplace mon embase Duo par une embase Quad et je fais ce que je veux, j'envoie deux flux 4K dans le même sens ou en bidirectionnel. Le boîtier dans le bas, là, l'appareil que vous voyez dans le bas, le MMU, il fait un RU et 19 pouces, c'est le processeur qui vous permettra, avec un switch 10 gigabits bien sûr, Netgear ou Cisco, de processer tout le système, de faire du mur d'image, de faire du matrissage, de faire du... Je crois que Lightware permet aussi le multiview, mais j'en suis pas sûr, à vérifier. Ce que propose de source sûre, je sais que Christie le permet. Il faudrait que je pose la question à Lightware. Alors voici un exemple d'installation assez poussé dans un établissement, dans un bâtiment sur plusieurs étages, avec plusieurs salles de conférence. Bon, une salle nommée cinéma, une salle nommée conférence room 1 et 2, et théâtre, enfin amphithéâtre ou auditorium. Et bien là, vous voyez qu'avec mes deux flux 4K, je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer soit deux sources d'un boîtier vers un autre, soit je vais bien évidemment pouvoir router vers plusieurs boîtiers, je vais pouvoir récupérer un flux et en envoyer si je mets mon boîtier en transceiver. Là, de ce côté-ci, j'envoie deux sources, ici, je reçois une seule source, et comme vous l'avez vu sur la photo précédente, il y a entre 2 et 3 ports RJ45, donc pas de souci pour récupérer de l'Ethernet, notamment ici, comme vous voyez en bas à droite, pour du contrôle de vidéoprojecteur, j'ai suffisamment de ports RJ45 pour connecter mon vidéoprojecteur. Là, il n'y a pas d'exemple précis avec une source, une réception et un envoi. Là, tous les boîtiers sont en mode récepteur ou émetteur. Aucun n'est paramétré en mode transceiver, mais il est complètement possible de se mettre en mode transceiver pour recevoir un flux et en envoyer un autre. Alors un autre exemple un peu plus parlant, notamment avec le mur d'image. Donc là, il va falloir le MMU, le fameux MMU UBEX MMU que vous voyez juste ici à côté du switch de niveau 3. Là, c'est vraiment indispensable, il faut vraiment qu'il soit manageable de niveau 3. Et bien, le MMU va permettre de processer tout ça et de décider de quel port va être émetteur, HDMI. Alors, bien sûr, il faudra connecter comme il faut en HDMI in, en HDMI out. Et vous pourrez donc tout paramétrer après sur IP, l'entrée, la sortie et vers où vous allez vouloir router, vers quelle source, vers quel display vous allez pouvoir router votre flux vidéo. Pour le mur d'image sur la droite, évidemment, le MMU est nécessaire. Et là, je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux. En l'occurrence, mettre une source dans le bas, une source par écran sur la droite et une source, là c'est un écran 3x3, donc 9 écrans. C'est un mur d'image, pardon, pas un écran. Un mur d'écran, donc de 9 écrans. Alors, petite particularité, je vais pouvoir, si je fais du mur d'image, je vais pouvoir utiliser qu'une seule sortie de mon UBEX. La deuxième pourrait être utilisée, mais pour une autre source. Donc, il faudra vraiment un UBEX par écran pour faire du mur d'écran. Par contre, la deuxième sortie pourrait être utilisée pour recevoir une deuxième source. Donc, aucun souci. Si vous voyez la partie droite ici de mon mur d'image, je pourrais très bien envisager un boîtier ici qui enverra une partie de mon mur d'image et qui enverra une autre source. Idem pour la deuxième ligne, troisième et quatrième ligne. Par contre, vous voyez, les deux écrans en bas à droite, là, c'est un UBEX par écran. Donc là, on voit un exemple un peu plus simple avec un mur de 2x2. Donc j'ai un UBEX par écran, relié en fibre optique sur un switch administrable de niveau 3, fibre optique. Donc là, j'ai ma source
Donc je vais avoir mes 4 récepteurs pour mon mur d'image. Et bien sûr, toujours l'UBEX. Le MMU UBEX, pardon, le processeur. Donc un petit exemple, voilà, quelques screenshots du logiciel Lightware Device Controller qui prend forme en fonction du boîtier que vous utilisez. Quand c'est une matrice, vous avez les crosspoints. Quand c'est du Vinx, vous avez l'IP. Quand c'est de l'UBEX, vous avez de l'IP et les crosspoints, puisque là on est en mode matrice. Ça reprend l'installation du slide précédent. Et donc j'ai indépendamment mon layer vidéo et mon layer audio. Donc en bleu c'est le layer audio et en vert le layer vidéo. Alors bien sûr, le logiciel, ça peut être un peu fastidieux pour un utilisateur final, bien évidemment, pour pouvoir paramétrer tout ça et mémoriser toutes ces fonctions et les garder. Il est vraiment recommandé, ou alors il est possible d'utiliser avec la solution Vinx. Lightware a développé des interfaces pour communiquer avec des solutions de chez Cisco, donc la Touch 10, la tablette tactile, fonctionne avec les solutions de chez Lightware. Pour l'UBEX, je ne suis pas certain, il faudrait vérifier ça. En tout cas, le panel de 11 boutons qui est ici en haut à gauche le permet sans souci. Vous pouvez donc mémoriser des matrices, mémoriser des switches, des changements de source, mémoriser, à savoir que c'est seamless, seamless c'est-à-dire sans soudure, les switches se font de manière instantanée. Il n'y a pas de passage au noir ou au bleu. Et donc je pourrais donc avec ce panel de boutons mémoriser les sources, mémoriser mes configurations, tantôt avoir un mur d'image, tantôt avoir une source par écran, ou avoir une partie en mur d'image, une partie avec une source par écran, exactement comme sur le slide précédent, c'est-à-dire que je pourrais vraiment mémoriser les différentes configurations. Vous voyez sur le mur d'écran, le video wall comme on dit en anglais, en haut à droite, je pourrais avoir cette configuration-là et imaginer avec le panel de boutons, appuyer et avoir une autre configuration, c'est-à-dire que l'image de l'immeuble, qu'elle puisse prendre tout le mur complet, ou alors qu'elle se réduise à un seul écran et que je pourrais ajouter d'autres sources sur mes autres écrans. Donc je pourrais vraiment paramétrer le boîtier, le panel de boutons, c'est le RAP, sa référence c'est RAP B511, 511 pour 11 boutons. Donc le RAP, il y a vraiment un firmware à l'intérieur, c'est exactement comme tous ces boîtiers. C'est un peu un mini processeur, c'est-à-dire que ce n'est pas vite, ce n'est pas juste de la commande. Il va vraiment mémoriser des informations de commande et de paramétrage. Et c'est lui qui va envoyer les messages de TCP/IP pour dire au boîtier, voilà, tu fais partie d'un mur d'image ou tu n'en fais pas partie, tu reçois telle source, tu switches de telle source à telle source. Donc vraiment, ce panel de boutons est très intéressant et j'ai envie de dire presque nécessaire si vous voulez changer la configuration d'un mur d'image ou tout simplement d'une matrice éclatée avec différentes sources sur différents types d'écrans. Voilà, pour ce qui est de Lightware, deux solutions très complètes de distribution audiovisuelle sur IP. Passons maintenant à TV One. TV One a sorti l'année dernière donc une nouvelle solution très poussée et très bien pensée, la solution Pathfinder. Donc vous avez deux gammes, la gamme 500, la série 500 et la série 800. La 800, alors les deux sont sur fibre, à savoir que sur cuivre, on peut transporter la 4K, mais sur de très courtes distances. Donc je pourrais utiliser aussi du cuivre, mais bon, il est vraiment recommandé d'utiliser de la fibre quand on veut gagner en distance. La solution, la série 500, ça va être de la connectique DVI, donc avec un adaptateur, ça peut être aussi HDMI. Et la solution 800, là c'est de la fibre optique et c'est du DisplayPort sur fibre optique. Il existe des SFP, on va voir par la suite, en cuivre, qui vont vous permettre d'utiliser du RJ45, mais ça va vraiment être en 4K, ça va vraiment être des petites distances, 20 ou 30 mètres, pas plus. Je vous montrerai ça par la suite. Donc TV One qui fait des processeurs d'image, de mur d'image, du multi-viewing depuis pas mal d'années et aussi des solutions d'extension vidéo, a décidé donc de pousser vraiment la chose en proposant ces deux boîtiers qui fonctionnent sur fibre optique et je vais pouvoir choisir en fonction du SFP et de ma fibre, de la fibre que j'utilise, d'insérer un SFP+, attention, monomode ou multimode, enfin SFP+, pour la 4K. Encore une fois, la version 800 qui est à droite, ça monte jusqu'à 4K 60 Hz, donc ce sera forcément du SFP+. Mais le DVI ne monte pas, le DVI s'arrête à 4 Gbps en bande passante, donc on ne pourra pas aller au-delà du full HD. Comme c'est de l'IP, les quatre boîtiers sont interconnectables, c'est-à-dire qu'ils se comprennent. Un émetteur en DVI pourra envoyer un flux vers un décodeur en DisplayPort, sachant que le DisplayPort peut sortir, qui peut le plus, peut le moins, pourra réceptionner du full HD, mais n'affichera que du full HD. Si en émetteur, vous avez du DisplayPort, le récepteur DVI, ça ne va pas passer. Ils vont se comprendre, ils vont se voir sur le réseau IP, mais évidemment la résolution ne va pas passer. En tout cas, je peux sans souci interconnecter tous ces boîtiers en tenant compte de la résolution. Donc les deux boîtiers ont une loupe à l'émission, une loupe DisplayPort, une loupe DVI. L'audio in-out n'est pas présent dans la série 500, mais est présent dans la série 800, on le voit ici, en mini jack. Dans les deux cas, il y a du RS avec un adaptateur, juste ici, ça va être du RJ11.
vers sub D9, alors que sur la série 800, on a la place, le boîtier étant plus grand, on a la place de mettre le sub D9. Donc la série 800, dans les deux cas, on a le report KVM. La série 800 a donc ce petit plus de l'audio in-out, résolution en 4K 60 Hz. Et il y a une double sortie DisplayPort sur le décodeur. On la voit juste ici, une double sortie. Donc je vais pouvoir étendre en fait une source à plus d'un écran, je vais pouvoir l'avoir sur deux écrans. D'ailleurs, voici un exemple d'application. Une petite nouveauté aussi qu'on ne retrouve pas, c'est chez deux fabricants, et ça c'est vraiment un petit plus pour cette solution, c'est le cross and click, c'est-à-dire que votre souris peut voyager d'un écran à l'autre sans souci, quel que soit le boîtier auquel votre souris est connectée. Dans la solution de chez Lightware, la solution Wings, si vous êtes branché sur un boîtier, votre souris ne voyage que sur l'écran qui est relié à ce boîtier en HDMI. Là, avec cette solution sur IP qui est un petit peu plus poussée, je vais pouvoir glisser ma souris d'un écran à l'autre. Et petit plus aussi très intéressant, j'ai un raccourci clavier qui va me permettre notamment, et ça peut se paramétrer en amont, afficher 4 sources sur un même écran. Alors c'est à chaque fois un quad, hein. Si j'ai moins de 4 sources, j'aurai une partie noire, mais ça ne se redessine pas, c'est à chaque fois un quad. Donc là, sur l'exemple des 3 écrans qui est ici, j'ai donc 12, 3 x 4, 12. J'ai 12 sources qui sont affichées sur mes 3 écrans. Si je n'avais que 11 sources, eh bien j'aurais un carré noir. On peut imaginer par exemple que c'est la planète, la Mad Monde qui est ici, le plan là, de la Terre qui serait absent. Et voilà. Et le Window View, c'est donc le fameux quad par écran. Donc j'ai juste à appuyer 2 fois sur la touche contrôle et suivant là où est posée ma souris, je vais pouvoir sélectionner une de mes sources à afficher en grand écran. Dès que je redouble-clique, ça repasse en quad. Et ça se paramètre grâce au logiciel de contrôle que je vais vous montrer juste après. Le petit comparatif de la série 800 et série 500, donc on retrouve des fonctionnalités communes, le report KVM, la cage SFP, juste ici optique, hein, pour l'émetteur et le récepteur, dans les deux cas. Je vais avoir un boîtier plus petit pour la série 500, donc le RS c'est un RJ11, avec un petit adaptateur qui sera fourni, et à l'autre bout j'aurai du sub D9. Là, le sub D9 est déjà présent juste ici. Et donc, vous pouvez remarquer que sur l'encodeur, j'ai 2 loops out, donc je peux monitorer mon flux que je vais rentrer dans mon encodeur. Et sur mon décodeur, pareil, j'ai 2 DisplayPort out. Là, ce qui est très intéressant dans le boîtier de la série 800, c'est qu'il y a une double alimentation, une redondance d'alimentation. Il y a un transfo interne, et là donc je vais avoir un Schuko branché avec un Schuko, et avec un transfo externe, je pourrais aussi rentrer avec un petit connecteur basse tension en 12 volts, 12 ou 24 volts, je crois, pour ce boîtier. Donc ça c'est très intéressant, si j'ai une armoire électrique qui tombe en presta, ou lors d'une diffusion TV, eh bien ma ligne ne sera pas interrompue puisque j'aurais envisagé d'alimenter mon boîtier sur 2 réseaux électriques distincts. Donc on voit tout de suite que la résolution, bon le débit, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va pas au-delà de 3,7 gigabits seconde. Bon j'ai dit 4 pour arrondir, mais en réalité c'est 3,7 gigabits seconde, donc j'irai vraiment pas au-delà du Full HD, en l'occurrence du 1920 par 1200. Donc c'est un petit peu au-dessus, c'est du WUXGA, un truc comme ça. C'est un petit peu au-dessus du Full HD, puisque le Full HD c'est 1920 par 1800, et là je peux aller jusqu'à 1920 par 1200, ce qui est un affichage très informatique. En vidéo, on ne va pas trop retrouver ça dans un serveur vidéo. Voilà, et donc je vais avoir sur catégorie, vous voyez, on peut passer en catégorie 6, et donc là ça va être que 30 mètres, alors que sur fibre optique, 20 km. Et donc là je suis avec du SFP, je suis sur du réseau 1 gigabit seconde, donc je peux largement utiliser un switch Ethernet 1 gigabit seconde avec des SFP 1 gigabit. Ma série 800, vous voyez sur la gauche, c'est du SFP+, donc du 10 gigabits seconde, donc forcément il va falloir prévoir son switch Ethernet en conséquence. Alors ils mettent 30 mètres pour les deux cas, je pense qu'en catégorie 6, pour la 4K, le SFP a beau être puissant, alors il faut un bon câble, hein, je me demande même si du catégorie 6A, voire 7 ne serait pas nécessaire, parce que 30 mètres c'est quand même pas mal pour du 4K. Donc passons justement au fameux SFP et SFP+, et ben vous voyez, donc c'est la série Magenta, donc MG, KVM, puisque ce sont des solutions, alors chez TV One, ils parlent vraiment de solutions KVM, parce que ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas d'extendeur vidéo qui a intégré le KVM. Là c'est vraiment une solution full KVM, d'ailleurs ce click and, comment ils disent déjà, hop, ce cross and click,
cross-click, vous permet de faire voyager vraiment votre souris d'un écran à un autre. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est assez rare dans les solutions, même de type KVM. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Chez Christie, ça fonctionne. Sachant que chez Christie, c'est la solution SDVOE, et c'est la solution en 10 gigabits seconde, donc sur du SFP+. Là, avec la gamme Pathfinder de chez TV1, j'ai une gamme un petit peu moins coûteuse qui a aussi cette fonctionnalité avec la série 500 sur DVI ou HDMI. Je vais avoir cette fonction où d'un écran à l'autre, je vais pouvoir glisser ma souris. Donc c'est quand même plutôt très intéressant. Donc cross-click et multiview. Donc les SFP et SFP+, donc forcément sur la gamme 800, vous voyez ici, il y a un 8 avec single mode. Là, je vais attendre SFP+. La gamme 800 mm avec multimode, donc single mode, multimode. J'ai pour la gamme 500 pareil, single mode et l'autre côté j'ai multimode. Et au milieu, les fameux SFP RJ45, donc pour la série 500 et pour la série 800. Le débit n'est évidemment pas le même. Donc c'est pas du tout le même type de gigabit, hein. C'est un gigabit en 10 et un gigabit en 10 ici, pardon, sur la série 800 et un gigabit. Alors on dit un gigabit dans le jargon, mais c'est un SFP donc en 1 gigabit seconde et un SFP pour la série 800 en 10 gigabits seconde. Donc on dit un gigabit 1 UN bien sûr. Donc c'est un gigabit qui fait 1 gigabit et il y a des gigabits qui font 10 gigabits. Donc c'est le SFP, c'est la différence entre SFP et SFP+. Voilà, vite fait le logiciel de contrôle du Pathfinder, donc sur le même principe que Lightware que chez Christie, une solution que je vous présenterai après. Eh bien, je vais pouvoir vraiment décider de mon matrissage, mes entrées, mes sorties, notamment à détendre ou pas ma double sortie DisplayPort. Je vais pouvoir décider aussi sur mon Window View, mon quad, quelles sont mes sources que je vais disposer sur mon écran 1, mon écran 2, mon écran 3, 4, 5 si j'en ai plus, ou sur mes deux écrans. Parce que si j'ai deux quads sur deux écrans, eh bien, je vais avoir 8 sources potentiellement que je pourrais afficher potentiellement sur mon écran. Si j'ai moins de 8 sources, aucun souci, c'est aussi faisable. Mais voilà, sur deux écrans, je pourrais en même temps, simultanément, avoir 8 sources. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Donc le Pathfinder Control, c'est un logiciel. Alors petite... ça y est, je suis passé à la Christie juste derrière. Alors je pourrais rentrer dans le détail de cette solution lors d'une autre formation sur notre chaîne YouTube. Ou même au showroom à Bonneuil-sur-Marne, dans nos locaux, chez AVS. La solution Pathfinder, il y a une petite chose un petit peu, je trouve un petit peu dommage, c'est que le logiciel doit être lancé pour que toute la solution soit paramétrée et reste paramétrée. Donc il vous faut un ordinateur déporté pour pouvoir paramétrer l'ensemble de la distribution audiovisuelle avec le Pathfinder. Bon, ça c'est un peu étrange. Enfin, étrange, oui et non, il n'y a pas de processeur déporté en marge du système, donc il n'y a rien pour garder la configuration en mémoire, parce que les boîtiers, eux, ne servent qu'à convertir les signaux, à récupérer et à envoyer les signaux de contrôle ou les signaux vidéo. Donc il faut forcément une unité à part qui garde toute la configuration, la disposition des sources et des écrans. Donc c'est un ordinateur avec le Pathfinder Control qui doit garder tout ça en mémoire. Il n'y a pas de processeur externe, contrairement à la solution Ubex de chez Lightware et à la solution suivante que je vous présente, la solution de chez Christie que je vous présente de suite, qui est composée de la même façon d'un émetteur, d'un récepteur, et là sur le dessus, vous voyez, il y a une pile de 3 ici, tout simplement car celui du dessus, c'est le processeur externe en marge, donc exactement comme chez Lightware, il y a le MMU ici, c'est le SCO. Donc TXO, RXO, donc transmetteur, récepteur chez Christie. Donc la solution très puissante puisque Christie fait partie de l'Alliance. Je l'ai d'ailleurs expliqué dans la vidéo, vous pouvez retrouver sur notre chaîne présentant l'Alliance SDVOE. Donc Christie est l'un des membres fondateurs. Donc Christie a tout de suite développé une solution SDVOE, donc qui est complètement interopérable avec une autre solution qui sera elle aussi SDVOE. Donc là, cette solution, qui est la solution Terra, solution Terra de chez Christie, est très complète puisque le software va vous permettre de faire du mur d'image, du multi-viewing, du routing de signaux, de signaux vidéo, de signaux audio. Donc vraiment très très complet. Donc c'est de l'HDMI 2.0, il y a aussi du DisplayPort. Au niveau le protocole est quasiment le même. Le DisplayPort est légèrement différent. Le 1.2, il est un peu plus gourmand que l'HDMI 2.0, mais c'est du codage qui se comprend. En tout cas, qui peut plus, peut le moins. Donc je pourrais, sur du DisplayPort, transiter de l'HDMI. Par contre, si je suis en HDMI, il va me falloir un convertisseur pour passer en DisplayPort 1.2, puisque c'est une résolution un peu plus gourmande et supérieure. Enfin, une résolution, un protocole.
Donc la 4K, encore une fois, à 4K UHD à 60 Hz, 4K, donc aucune compression, hein, du full 4K, l'infrarouge bidirectionnel, du RS. Ça transporte aussi, hein, de l'Ethernet, exactement comme Lightware, je vous le montre juste ici, est composé de 3 ports Ethernet, où je vais pouvoir transporter 3 fois du 1 Gb. Alors c'est le total, hein, c'est 1 Gb seconde. Non, c'est la bande passante par port. Chaque port a une bande passante d'1 Gb seconde. Chez Christie, je n'aurai qu'un port RJ45 pour faire passer du réseau. Voilà, il est juste ici, sur l'émetteur et sur le récepteur. Alors sur le processeur qui est le boîtier du haut, tous les connecteurs que vous voyez, c'est pour du contrôle, c'est pour du service, c'est pour du paramétrage interne. Je vais pouvoir ouvrir le logiciel de firmware interne et utiliser voilà, tous ces ports pour brancher souris, clavier et écran pour manager le firmware interne. Mais il ne sert absolument pas au transport du système. Je le raccorderai au réseau par le RJ. Par RJ45 puisqu'il est vraiment à côté, il est collé au processeur, donc nullement besoin de le mettre sur fibre optique. Il est vraiment collé pas au processeur mais au switch Ethernet, hein. Donc là je serai évidemment par contre je serai en 10 gigabits seconde, hein. Je serai sur RJ45 bien en 10 gigabits seconde. Et émetteur récepteur, vous voyez ici, j'ai une enbase, une encoche SFP+. Alors la solution a un socle SFP+, mais il n'accepte que le SFP+, le gigabit de multimode. On ne pourra pas mettre de monomode, là je n'ai pas le choix. Chez Christie, ce n'est qu'en multimode. L'alimentation, et alors là, chose un peu surprenante, il n'y a qu'un seul USB. Il faudra un hub si je veux brancher souris plus clavier. Bon, c'est un petit peu étrange. Donc la solution de Christie, donc il y a de l'EDI à l'intérieur, il gère l'HDR, profondeur des couleurs, il monte jusqu'à 12 bits en profondeur de couleur. Le switch, comme je disais tout à l'heure, avec Lightware, c'est seamless, aucune soudure, aucun passage au noir. Le changement d'image de source se fait instantanément. Bon, l'USB, comme j'ai précisé ici, il n'y a qu'un seul USB, donc bon, apparemment, je pense qu'il va falloir un hub si tu veux brancher plusieurs sources USB. Le PIP, le multiview, je peux scaler, downscaler, upscaler, je peux faire du mur d'image, mur d'écran, je peux embedder, désembedder l'audio, donc c'est vraiment une solution très très complète. Un petit exemple screenshot du logiciel qui me permet de faire tout ça. Donc vous voyez ici par exemple j'ai un mur de 4 écrans, hein, 2 par 2, et dans un des écrans j'ai fait par exemple du multiview, c'est-à-dire que j'ai repris là 9 sources que je peux afficher dans un seul écran. Et je peux afficher d'autres sources par écran ou juste en dessous, vous voyez vite fait là, on le voit à cheval sur l'image, je peux faire sur tout mon écran un mur de LED ou un mur d'image, un mur d'écran, je peux faire un multiview complet avec toutes mes sources ou n'utiliser qu'un espace de mon mur d'écran pour afficher une partie de mes sources. Donc je peux vraiment faire quelque chose de très complet. Sur la gauche, j'ai tous mes boîtiers qui sont détectés. Alors mes boîtiers Terra ou d'autres marques tant que je suis SDVOE. Et là, la partie centrale, en fait, je peux scroller et faire défiler et avoir vraiment accès à tout mon affichage, à tous mes écrans instantanément. Donc c'est un logiciel et une solution plutôt très complète. Donc autre solution chez AVS, Heavy over IP, on le retrouve aussi chez Geffen. Geffen nous propose 4 boîtiers différents, c'est-à-dire que là, sur IP, je vais pouvoir choisir ma connectique et choisir mon flux vidéo. Geffen a fait quelque chose d'assez complet. Alors on est sur du 1 gigabit seconde. En VGA, en HDMI, en DisplayPort, je vais vraiment être sur des boîtiers à chaque fois sur du cuivre, sur du câble RJ45, donc je vais être en 1 gigabit seconde à chaque fois, il y a une compression, et pour la 4K, j'aurai du 4K 30 Hz, donc il y a vraiment une compression, je ne serai pas une compression aussi chromatique. Donc là, je serai sur du 4K 30 Hz en 4.2.2, je crois, ou 4.2.0. Ils viennent de sortir un boîtier fibre, si je ne me trompe pas, où là je vais pouvoir passer en 10 gigabits seconde avec un SFP+, bien sûr. Donc on a sur certains boîtiers des petites options intéressantes. Le KVM n'est pas de mise sur les solutions de chez Geffen, hein, je peux avoir besoin du KVM ou pas. Donc forcément les boîtiers n'ont pas le même coût. J'ai une gamme qui possède un monitoring en VGA, hein, sur l'émetteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les possibilités, on va pouvoir, oui, alors ça c'est propre à cette gamme, à cette marque. J'ai un bouton de sélection en façade. Les autres solutions n'ont pas de bouton en façade, tout va se faire par un logiciel de contrôle. Là, je vais pouvoir vraiment choisir ma source sur mon récepteur, sur mon décodeur. Je vais pouvoir choisir mon canal, mon channel, et choisir de récupérer la source 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, comme je veux. Par contre, pour le mur d'image, là, j'aurais bien évidemment besoin du logiciel. Je le lance donc sur mon... Alors, j'ai accès aussi à chaque fois sur les boîtiers audiovisuels sur IP, j'ai accès grâce à l'adresse IP
à une page web qui correspond au firmware dans le boîtier. Mais j'ai aussi un logiciel que je vais pouvoir utiliser en le lançant sur mon ordinateur et j'aurai accès à l'ensemble de mes boîtiers sur IP. Je pourrais vraiment configurer, décider de l'edit, décider si je fais un mur d'image ou non, décider et rentrer surtout aussi les IP. Alors, petite information, quand vous achetez un ensemble de boîtiers décodeur sur IP, l'adresse IP est forcément dynamique, puisque le système ne connaît pas et ne sait pas combien de boîtiers vous allez utiliser. Donc, pour éviter les conflits, c'est le switch qui va donc déterminer les IP et attribuer des IP à chacun des boîtiers. Et c'est une fois que vous avez votre solution définitive que vous allez pouvoir rentrer vos IP fixes dans un ordre logique. Hein, si vous avez 10 boîtiers de 1 à 10, si vous avez 6 boîtiers de 1 à 6, et du coup, à chaque fois dans votre logiciel, vous saurez exactement, voilà, vous retrouverez un ordre logique et ce sera plus facile de mémoriser, notamment sur un mur d'image quand vous avez 9 écrans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bien de les noter et de les attribuer dans un ordre logique pour les retrouver assez facilement quand vous voulez faire un mur d'image, notamment avec la solution Wings de chez Lightware, c'est du drag and drop. Vous voyez, je reviens sur le slide. Ici, là, en bleu, là, donc ce qui symbolise mon mur d'image, et ben, dans les carrés gris qui sont là, je vais glisser mes boîtiers IP voilà, vers chacun des carrés. Donc si j'ai bien nommé mes IP, je vais très facilement pouvoir retrouver si j'ai 1, 2, 3, 4 dans le sens en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, et ben j'aurai tout simplement besoin de glisser, de cliquer sur mon adresse IP et de glisser sur les écrans. Et j'aurai fait instantanément mon mur d'image sans avoir à vérifier mes boîtiers, quel boîtier est en haut à gauche, lequel est en haut à droite, lequel est en bas à gauche, lequel est en bas à droite. Donc si j'ai nommé proprement avec une logique chacun de mes boîtiers et que j'ai fixé chacun de mes IP, je retrouve très facilement mes boîtiers et je peux organiser mon mur d'image voilà, sur mon logiciel sans avoir à aller chercher derrière mes écrans l'IP de mes boîtiers. Alors il est possible dans certaines marques, hein, chez Christie, chez Lightware, chez Geffen aussi, de faire clignoter le boîtier pour l'identifier. Il faut être très bien, voilà, Xiaomi, hein, c'est le Xiaomi, chez Lightware ça s'appelle le Xiaomi. Je clique et le boîtier, les diodes en façade vont clignoter, comme ça vous saurez sur quel boîtier vous êtes quand vous travaillez sur une IP. Le truc c'est que si vous avez fait votre installation et que les boîtiers sont derrière les écrans, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, c'est deux raisons pour lesquelles il faut tout de suite fixer les IP. C'est pour quand vous vous reconnectez au système, les retrouver instantanément vos boîtiers. Quand tout le système est éteint et quand on le rallume, et que les IP bien sûr ne bougent pas pour que vous puissiez vous reconnecter facilement pour le paramétrer. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une suite logique pour pouvoir faire évoluer le système à tout moment. Alors je reviens sur ma solution de chez Geffen. Donc Geffen, là je vous ai fait je vous ai repris un petit synoptique des possibilités. Alors chez toutes les marques on peut le faire. Hein. Là Geffen vous montre voilà, une installation assez complexe avec un switch juste ici raccordé en fibre optique à un autre switch. Donc si je suis dans deux bâtiments différents, ou de plusieurs étages différents d'un même immeuble, je peux envisager d'aller envoyer sur ces écrans des sources qui sont de l'autre côté. Sur ces écrans-là, une source qui est de l'autre côté comme une caméra de surveillance qui va pouvoir être envoyée plus haut sur un poste de sécurité. Hein. Là j'ai 3 écrans. Donc reprendre alors là c'est le laptop qui est ici, il n'est pas considéré comme une source, alors si on peut l'utiliser en source, ici il est raccordé en réseau et il est aussi raccordé au boîtier en tant que source. Donc je peux envoyer à la fois la source, mon écran, mon laptop comme étant une source et utiliser ce même laptop avec le logiciel pour paramétrer ma configuration complète. Bien sûr, si à l'écran j'affiche mon logiciel, le récepteur qui va réceptionner cette source va afficher le logiciel à l'écran. Bien sûr, ici vous voyez à gauche, j'ai un routeur Ethernet, donc je peux dans un même switch utiliser développer ma solution audiovisuelle, distribuer mes émetteurs à mes récepteurs, mais aussi avoir du réseau. À savoir que là on est sur du 1 gigabit seconde, donc la bande passante est très limitée. Donc dans ce cas précis, il faudra faire un VLAN, c'est-à-dire un réseau propre pour l'audiovisuel et un réseau propre pour l'Ethernet. Ce qui n'est pas nécessaire. Alors, c'est toujours mieux, question d'organisation et de structuration, de le faire dans un réseau SDVoE 10 gigabits, puisque la bande passante est très large. Mais bon, pour le switch en lui-même, c'est quand même bien de s'y retrouver. En tout cas, un switch 10 gigabits ne sera pas saturé si vous êtes en multicast et si vous le partagez entre du flux Ethernet et du flux vidéo. Bon, encore une fois, tout va dépendre aussi de la gourmandise. Hein. Si vous utilisez que de la 4K et que vous blindez complètement le switch, il ne restera plus de ports pour véhiculer l'Ethernet. Vous pourrez utiliser les ports de vos émetteurs récepteurs vidéo, il n'y a aucun souci. Voilà un peu la complexité d'un réseau Heavy over IP que je peux développer, sachant qu'on peut encore aller plus loin.
Pour finir, le petit Matrix Controller qui est là, Matrix Controller, c'est un pupitre vraiment hardware que je peux poser sur une table de réunion et ainsi instantanément aller appuyer sur les boutons pour changer l'affichage de mon mur ou pour aller chercher différentes sources à afficher sur mon écran. Donc l'avantage de l'IP, c'est d'être vraiment très complet. Si à chaque étage d'un building, j'ai mon switch Ethernet raccordé en fibre, et ben, je peux vraiment, grâce à l'IP, aller chercher une caméra qui est tout en haut de l'immeuble pour l'afficher au poste de sécurité qui est tout en bas de l'immeuble. Donc ça, c'est un peu la force, en sachant que bien sûr les limites du cuivre, hein, c'est 100 mètres. Toutes les performances des câbles RJ45, des câbles réseau, sont calculées pour 100 mètres. On va dépasser ces distances avec d'autres protocoles, je pense notamment à l'HDBaseT, qui est du point à point, donc qui ne fonctionne absolument pas sur Switch et Ethernet, mais sur de l'IP chez Lightware, pas sur de l'IP, sur de l'HDBaseT, pardon, chez Lightware, je peux dépasser les 100 mètres, hein, je vais jusqu'à 170 mètres avec du catégorie 6A. Sur de l'IP, on est sur du réseau Ethernet, toutes les mesures et les données et les performances des câbles sont données pour 100 mètres. Donc entre chaque boîtier, il faut vraiment éviter d'aller au-delà de 100 mètres. Dans ces cas-là, avoir un switch qui puisse recloquer ou rebooster le signal. Et dans ces cas-là, de switch en switch, je pourrais aller d'un étage à un autre ou d'un espace de conférence, d'un espace de réunion à un autre si j'ai vraiment des grandes distances. Alors après 100 mètres, ça fait quand même beaucoup. Enfin, notre marque, avant-dernière marque à vous présenter, notre marque propre, iBox. iBox, eh bien, c'est tout simplement un fabricant, différents fabricants en Chine et ailleurs que AVS source. Et donc c'est de l'OEMisation, il faut être honnête. Voilà, AVS colle donc son logo iBox et donc ça nous permet d'avoir un peu un ensemble, une offre complète très abordable financièrement avec tout un tas de solutions, que ce soit des plastrons, des baies vidéo ou des extendeurs vidéo. Et donc là en l'occurrence voici la solution d'extension sur IP qui est 4K UHD 4K sur HDMI. J'ai le report KVM, j'ai le RS, j'ai l'infrarouge bidirectionnel. J'ai aussi ce principe de deep switch, c'est exactement comme sur la solution Wings de chez Lightware, je vais pouvoir choisir mon ID manuellement. Alors je ne sais pas si dans cette solution ça immobilise le soft, mais chez Lightware, si j'utilise les deep switch, c'est-à-dire que physiquement je détermine une ID, c'est-à-dire que je dis à mon décodeur, tiens récupère la source de cet encodeur, ça sera fixe. Si le deep switch est actionné, ça désactive le logiciel. Je pense que c'est le même principe. J'ai pas essayé de cette solution. J'avoue que je l'ai pas testé, mais je pense que c'est le même principe. Si je bouge les deep switch, c'est que je fixe mon décodeur sur l'ID d'un encodeur et que je ne pourrais n'afficher que cette source. Je ne pourrais plus matricer mes sources et mes displays. Donc bon, ça peut être utile dans certains cas, mais là encore, il y a un logiciel qui est très ressemblant à Synergy de chez Geffen que je vais vous montrer juste après. Alors là, il donne 120 mètres, hein, vous voyez, transmission sur catégorie 6, 120 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a une petite compression et bon, visiblement, le signal est assez puissant pour dépasser les 100 mètres. Et sur fibre, bon, on donne jusqu'à 60 km. Bon, c'est jamais nécessaire d'aller aussi loin, mais voilà les performances. Et bien sûr, on est sur 1 gigabit. Donc ça peut aller jusqu'à du catégorie 5 sur des petites distances. Bien sûr, pour dépasser les 100 mètres, il propose du catégorie 6. Il faudra peut-être passer sur même du catégorie 6A. Et donc en vidéo wall, là il y a une limite qui est de 8 colonnes, 8 lignes pardon, sur 16 colonnes. C'est moins limité chez Lightware et TV One, mais il y a aussi des limites. Je n'ai pas les valeurs exactes, mais n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me poser la question. Le logiciel donc pour iBox, hein, c'est le même principe que chez Geffen. Geffen il est simplement orange, jaune-orange. Je vais avoir mes onglets pour avoir toutes les informations de mon système, la MAC adresse, l'adresse IP, voilà, toutes les informations du réseau vidéo. L'état, si j'ai du signal vidéo ou non, je vais avoir les fonctions du boîtier et je vais avoir l'onglet Video Wall. Donc je vous ai fait une capture sur la droite, donc on voit que c'est le même principe que dans tous les logiciels. Je décide donc de l'épaisseur de ma bordure d'écran, de la distance entre mes écrans, du nombre d'écrans. Et voici deux types d'applications que je vais retrouver que j'ai en photo juste au-dessus, je vous ai repris en photo, par exemple une borne. Alors comme il y a le report KVM, ah oui alors j'ai peut-être pas précisé, mais on voit ici il y a deux USB. Alors chez iBox c'est uniquement deux USB, c'est l'USB 1.1, donc on ne peut pas brancher une clé USB pour aller copier du flux, pour envoyer du flux de la donnée sur clé USB vers mon unité centrale et copier des données, hein, ça sera uniquement voilà, du contrôle de l'HID. Donc deux USB. Et donc ça me permet de reporter l'écran touch de mes bornes qui sont ici
et du coup de revenir jusqu'à l'unité centrale et de contrôler l'unité centrale. C'est-à-dire que si vous avez une application interactive et qu'un visiteur va toucher la dalle tactile, eh bien ça répondra bien évidemment avec l'unité centrale qui est derrière. Et exemple de mur d'image sur la droite, vous retrouvez un peu le même principe que chez Lightware. Là, je vais avoir 2 écrans pour une image, 4 écrans pour une autre image, et bien sûr, il me faut un récepteur par écran. Et là, comme sur ce montage, j'ai 2 images, j'ai forcément 2 sources, donc 2 émetteurs ou transmetteurs. Enfin, dernière marque à avoir rejoint AVS, le catalogue de AVS, il s'agit de Teatrix Technologies, eux ils sont canadiens. Alors la solution sur IP c'est de HDMI 2.0 avec un port HDMI et un port Ethernet. C'est en développement depuis plus d'1 an et si la roadmap est conservée, normalement à la rentrée prochaine, ce boîtier va enfin sortir. Alors, Teatrix, on ne les attend pas forcément sur ce type de solution. Ce qui est avant tout important, c'est la conception du boîtier. Alors, au niveau électronique, on est vraiment... Teatrix Technologies se compare souvent à AJA. C'est du traitement vidéo pro, c'est vraiment une solution très stable et développée par un R&D chez Teatrix Technologies. Hein. C'est pas un boîtier fabriqué en Chine et ramené, tout comme chez Lightware, tout comme chez Christie. C'est vraiment le R&D de la marque qui a développé le boîtier et qui a vraiment poussé sa technologie et décidé du produit. Donc chez Teatrix Technologies, donc boîtier sur IP en devenir qui devrait arriver donc d'ici à la rentrée. Il aura donc la même taille que la grande version que vous voyez juste ici. Là, les grands boîtiers c'est un peu l'évolution des petits boîtiers que vous avez sur ces deux photos de droite. La technologie évoluant et étant plus gourmande, le SDI, l'HDMI, le convertisseur HDMI SDI, tout ça, ça rentre. Un encodeur, un streaming server, un streamer en H264, ça rentre. Un splitter HDMI 2.0, ça rentre. Un splitter 1/4, un splitter 1/4 SDI, ça rentre. Sauf que là, quand on va passer sur la 4K, ça va être plus gourmand. 4K comme switch, hein, il va falloir un petit peu plus de place dans la boîte, d'où la double taille de ces boîtiers-là. Donc l'HDMI 2.0 aura la même taille puisque c'est de la 4K, donc il y aura un port HDMI et un port Ethernet dans la boîte. Là, le boîtier bleu, c'est la série SDI, donc là, ça c'est un splitter 1/8, et le boîtier orange qui est là, donc c'est un switch Ethernet. Alors aucune ambition de Teatrix d'aller sur le marché de Cisco ou de Netgear, il s'agit d'un switch 1 gigabit, c'est pas un 10 gigabit. Teatrix Technologies rentre dans l'alliance SDVE d'ailleurs, donc avec le futur boîtier HDMI 2.0, ça pourra communiquer avec les boîtiers SDVE de chez Lightware, les boîtiers SDVE de chez Christie, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors voilà, ce switch qui est ici, c'est un switch 1 gigabit, c'est vraiment pour étendre le port Ethernet du boîtier, que j'utilise la solution HDBAST ou la solution sur IP, je n'ai qu'un port Ethernet. Donc sur scène comme en régie, si je veux déployer mes ports, avoir plus de ports RJ45 à l'usage, et bien voilà, la Teatrix Technologies a prévu de faire un switch qui est pour moi le seul switch au monde vraiment robuste, puisque toute la gamme Teatrix est vraiment dédiée au plateau télé, au scénic, hein, à la prestation audiovisuelle, et du coup là ça va vraiment être le premier switch au monde vraiment robuste que je vais pouvoir poser sur une scène et que je vais pas craindre de l'abîmer si j'ai un tross en alu qui tombe dessus, le boîtier va pas bouger, contrairement à un boîtier Netgear ou Cisco qui a besoin d'être hacké, si vous sautez dessus à pieds joints, ça ne va pas résister. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la fibre optique, là, j'ai précisé qu'elle faisait 10 gigabits. C'est pas sûr, il y a peut-être une petite erreur ici. En tout cas, c'est un switch 1 gigabit, c'est sûr. Le port fibre optique, on ne le voit pas, il est de l'autre côté. Hein. Ici, j'ai 4 ports et derrière, j'ai un 5e port RJ45 et un port fibre. Avec une embase NO2 de chez Neutric, il est fort probable que ce soit du 1 gigabit fibre. Donc dedans, il y a un SFP et pas un SFP+. Il faudrait que je repose la question, mais je suis quasiment sûr que c'est du 1 gigabit. Donc j'enlève le 0. Voilà, et le streaming server, attention de ne pas confondre, hein, c'est pas ce qu'on appelle vraiment de l'audiovisuel sur IP, hein, c'est un boîtier IP, mais c'est un boîtier qui encode pour faire du streaming, donc pour un flux live qui prend moins de bande passante. Donc c'est pas ce qu'on appelle l'audiovisuel sur IP. L'audiovisuel sur IP, c'est un boîtier qui va convertir mon flux vidéo en paquet IP, en paquet de données, de data Ethernet, mais ça reste la taille de la 4K, hein, c'est du 12 gigabits seconde, ça garde la même taille que sur un cordon HDMI. On va passer sur du RJ45, mais on va garder la même bande passante.
un streaming server, hein, le boîtier orange que vous avez là en haut à droite, c'est de l'HDMI ou du SDI qu'on va envoyer sur de l'IP, mais c'est un streaming server, c'est un streamer. Donc là, je vais encoder en H264, donc je vais vraiment réduire la bande passante énormément. Le rapport SDVOE par rapport à justement l'H264, l'H264, on va passer d'une résolution 200 fois plus petite, alors que le SDVOE, c'est 1,3. C'est-à-dire qu'il y a une légère petite compression suivant le matériel utilisé, parce que la 4K, c'est quand même très gourmand, et suivant la data et la bande passante et de tout ce que vous transportez, tout ce que le boîtier va envoyer. Du coup, pour laisser un peu de place à l'Ethernet et à d'autres données, il y a certains fabricants qui décident, en tout cas le SDVOE, hein, l'Alliance a décidé de compresser un chouïa, c'est quelques lignes de résolution qui sont compressées. Donc voilà, l'AV over IP ne touche pas à la résolution de l'audiovisuel, hein, l'IP en tant que tel, l'audiovisuel sur IP en tant que tel, c'est simplement de transformer un signal vidéo en un paquet de données, en plusieurs paquets de data transportés qu'un switch Ethernet va pouvoir transporter, et le récepteur à l'autre bout va pouvoir réassembler tous les data pour reformer une image. Et il y a l'IP, ce qu'on appelle vraiment le streaming server, hein. Quand on dit de l'IP, c'est l'H264, donc c'est vraiment totalement autre chose. Même si on est sur un réseau, on va, avec le boîtier Theatrix qui est ici, on va aller rentrer tout de suite sur un réseau Ethernet, on va diriger son flux tout de suite sur une plateforme de streaming. Ce qui n'a rien à voir avec une communication IP entre un émetteur et un récepteur. Donc il faut vraiment faire la différence. En plus, la compression est vraiment différente. Enfin, il y a une très grosse compression. Sur l'H264, c'est vraiment un encodeur en tant que tel, un encodeur digital, informatique, qui transforme et qui altère pas mal le signal. Pour finir, voici une petite présentation des différents switches proposés et recommandés par nos marques, hein, chez EABS, des switches qui sont développés qui ont été testés et qui se sont avérés vraiment très efficaces et fiables pour une installation audiovisuelle sur IP. Bien sûr, Netgear, hein, qui est recommandé par pas mal de fabricants, recommandé par Theatrix, recommandé par Lightware, recommandé par TV One, Cisco aussi, juste à côté, hein, recommandé par ces mêmes marques. Recommandé par Christie, hein, puisque Christie, alors je vous rappelle que le SDVOE, c'est une alliance dans laquelle Christie et Netgear se sont. Il y a Sony et d'autres. Donc ils ont vraiment développé des produits orientés audiovisuels, avec notamment chez Netgear la gamme M4300 qui est préconfigurée. Alors attention, la fusion audiovisuelle et IT, ça permet aux acteurs de l'audiovisuel d'utiliser des produits IT comme un switch Ethernet et aux gens de l'IT de faire de la vidéo, mais la configuration d'un switch Ethernet pour la vidéo n'est pas la même configuration que pour de l'Ethernet, que pour vraiment de l'IT, pour de l'informatique. Donc les deux univers fusionnent, mais attention, il y a des applications, les applications sont différentes, les configurations sont différentes. Donc une personne qui s'y connaît vraiment bien en réseau, en IT, peut être un peu perturbée et ne pas savoir paramétrer un switch pour la vidéo. Donc Netgear a facilité les choses. La gamme M4300, qui est donc présentée ici sur ce slide, hein, qui est citée là, est préconfigurée par Netgear avec vraiment les ports, le réseau, le VLAN interne préparé comme il faut, notamment aussi les jumbo frames. Hein. Il faut que les paquets de data soient plus gros, hein, parce que vous savez que l'IP, c'est des paquets de data envoyés les uns derrière les autres. Donc il faut des paquets beaucoup plus importants pour diffuser de la 4K, pour véhiculer la 4K. Donc Netgear a résolu la solution et vous propose donc une gamme de switches préconfigurés. Donc c'est du plug and play. Hein. Je rack mon switch, je vais brancher mes émetteurs à mes récepteurs et ça va tout de suite fonctionner. Donc après j'ai creusé un petit peu sur le type de configuration d'un switch en mode audiovisuel. Donc comme je vous disais, faire un réseau sur les ports, donc ce qu'on appelle un VLAN. Il va aussi falloir activer l'IMGP snooping au global. Alors l'IMGP c'est quoi? C'est une méthode de communication d'un port à l'autre. C'est-à-dire que quand je vais brancher mes différents récepteurs, ils vont demander, c'est le principe du multicast, hein, il va y avoir un échange entre émetteurs et récepteurs, entre boîtiers IP, et les émetteurs vont savoir qu'il y a des nouveaux récepteurs. Et si un récepteur, vous voulez envoyer le flux de l'émetteur numéro 2 sur le récepteur numéro 4, le switch, lui, va comprendre qu'il y a un récepteur numéro 4 qui est connecté sur l'un de ses ports et qui demande, c'est parce que vous l'aurez paramétré dans le soft, et qui demande le flux vidéo de l'émetteur numéro 2. Eh bien, c'est le principe de l'IMGP, c'est que le switch va transiter les informations de communication entre les boîtiers et les boîtiers vont tout de suite se comprendre. Et ça, il est vraiment nécessaire de l'activer pour qu'émetteurs et récepteurs se comprennent pour vraiment faire ce qu'on appelle le multicast.
Donc j'en parlais tout à l'heure, le Jumbo Frame, donc il faut vraiment activer voilà, la possibilité du switch de transporter et de transiter des gros paquets de données. Et enfin activer Koyoria et Fastlive. Ça c'est pour une question de rapidité d'exécution. Là je ne suis pas assez calé en IT pour donner plus de détails, plus d'explications. Voilà, en tout cas avec un switch 10 gigabits, il faudra des SFP+. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un gigabit, un SFP+, c'est une double loge LCLC donc, qui permet de recevoir 2 fibres optiques. Et chaque brin transite 10 gigabits seconde. Ce qui fait qu'avec 2 brins, eh bien, je vais avoir 20 gigabits seconde, donc aucun souci pour transporter jusqu'à la limite de l'HDMI 2.0. À la limite de l'HDMI 2.0, c'est 18 gigabits seconde. Donc la 4K, c'est 12 gigabits seconde, plus tout ce qui est Ethernet, tout ce qui est données, contrôle. Je peux vraiment transiter plusieurs données de contrôle ou plusieurs informations dans le même tuyau. Ma vidéo, mon Ethernet, mon contrôle, et vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et bien avec 2 brins en fibre optique sans souci pour transiter 20 gigabits voilà, sur un switch Ethernet qui devra être lui-même, bien sûr, être un switch 10 gigabits. Si vous êtes sur un switch 1 gigabit, il existe des switches Ethernet en 1 gigabit avec des ports SFP+, 10 gigabits, mais du coup, vous ne pourrez utiliser que ces ports. Et souvent, c'est 2 ou 4, donc c'est pas suffisant. Évidemment, chez Netgear, ils ont prévu, il existe des switches, quand vos émetteurs sont à proximité du switch, et des switches 10 gigabits qui sont une partie en cuivre, en RJ45, et une partie en fibre optique. Pour mes émetteurs, mes récepteurs, pardon, qui sont plus loin, si mes écrans sont vraiment loin dans ma salle de réunion ou à différents étages de l'immeuble, ou même sur de la presta, je suis sur scène et mes écrans sont sur scène et mes émetteurs, mes sources sont en régie, eh bien aucun souci pour pouvoir transiter toutes ces données. Donc voilà, chez EAVS, nous restons en contact le plus possible avec nos fabricants et c'est ce qui nous permet de vous informer des nouveautés, des sorties, des développements R&D de tous nos fabricants. Et ça nous permet notamment de vous présenter lors d'une autre vidéo sur notre chaîne YouTube le SDVE et de vous expliquer comment cela fonctionne et quelle est l'idée, quel est l'esprit du SDVE. En tout cas, voilà, avec cette formation, j'espère vous avoir éclairé sur toutes les solutions Heavy over IP. Et donc, voilà, bienvenue dans le futur de l'audiovisuel. Vous avez compris que l'IP était très, très, très probablement le futur de l'audiovisuel. Et notamment grâce au SDVE qui se veut on peut faire de lance de l'IP en permettant notamment une intercompatibilité des produits. Donc je vous laisserai en apprendre plus sur cette vidéo dédiée, complètement dédiée au SDVE sur notre chaîne. Voilà, en attendant, passez une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine formation.